Chers téléspectateurs du Bœuf Politique, vous êtes toujours sur GMTV+, et nous recevons aujourd'hui ma proximité sociologique dans le milieu du journalisme afro-français, qui est Lumagloire Kemayou, voilà, Lumagloire Kemayou, qui est auteur d'un livre sur le Togo avec son ami Jean-Paul Agbo, Togo, une démocratie en construction. Voilà, livre paru juste avant, comme par hasard, juste avant les élections présidentielles du 22 février dernier 2020 au Togo, des élections qui ont vu, sans que cela ne me surprenne, et ne surprenne le grand monde en Afrique, ni en France au Quai d'Orsay, je leur dis bonjour d'ailleurs, la réélection du président sortant Faure Gnassingbé. Lumagloire Kemayou, ces 10 dernières années, dans un pays d'Afrique noire francophone, combien de fois as-tu vu un président sortant perdre les élections? Il y a Laurent Gbagbo qui a perdu les élections. Non, il n'a pas perdu, il a été déporté. Puisque Nicolas Sarkozy l'a avoué, il n'a pas perdu. Il a même été investi par la Cour suprême. Donc je demande, celui qui reconnaît, oui, j'ai perdu les élections, je m'en vais. Laurent Gbagbo, ce n'est pas un cas à citer, puisque Nicolas Sarkozy reconnaît qu'il a dégommé pour mettre son ami à la Ouattara. Donc, dans quel pays vous avez vu un président de la République? Au Sénégal. Au Sénégal. Oui, au Sénégal, oui, ça c'est vrai. Ouais, au Bénin, il y a eu également des élections. Au Bénin, ça c'est vrai. Oui. Donc, il y a même dans le marigot France-africain, il arrive qu'il y ait des exceptions qui confirment la règle, mais il y a des exceptions. Il y a combien de pays d'Afrique noire francophone là? Il y en a 14, je crois bien. Oui. Ah, il y a eu alternance pacifique dans 2 sur 14. C'est une bonne moyenne, hein? Tu comprends pourquoi je n'ai pas été surpris que le président sortant soit réélu au Togo? Ah, mais personnellement, je ne suis pas dans le déterminisme. C'est clair que cela ferait du bien, cela ferait un bien fou d'avoir l'alternance sur le continent africain. Mais quand on voit parfois sur quoi débouchent les alternances, on se demande si l'action politique devrait toujours avoir la primauté qu'elle a aujourd'hui. Je prends juste l'exemple de la Tunisie par rapport aux printemps arabes. L'alternance a eu lieu, le pays est devenu ingérable depuis. J'espère que dans les autres pays, le Burkina Faso et les autres pays francophones, pour rester dans l'espace que nous avons choisi de décrire, j'espère que dans ces pays-là, il y aura une vraie maturité de la part des acteurs et surtout de la part des populations pour que l'alternance soit une alternance qui permet de faire un pas qualitatif dans le processus démocratique et qui redonne du pouvoir au peuple. Parce qu'au bout du compte, la démocratie, c'est quand même un système politique qui fait que le pouvoir est au peuple, il le confie pour une durée déterminée à un acteur et il peut le révoquer au terme de ce mandat-là. Oui, ça c'est dans un monde normal. Dans un monde normal. Donc j'espère que cette normalité-là va s'appliquer dans nos pays d'Afrique francophone. Tu sais très bien, Lumagloire, tu n'es pas naïf et tu es autant informé, si ce n'est même plus que moi, que les présidents en Afrique noire francophone ne se font pas par le peuple. Les présidents sont démocratiquement nommés par le Quai d'Orsay et l'Élysée et le peuple est démocratiquement informé. Tu ne vas pas nier cela, Lumagloire Kemayou. Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire que nous avons évoqué tout à l'heure, oui, il y a eu une action de l'Élysée qui est assumée, qui est parfaitement assumée par Nicolas Sarkozy, qui a dit qu'il a dégagé un candidat pour le remplacer par un autre. Donc là, on n'a même pas besoin d'aller chercher loin, c'est dans le domaine public. Il y a eu beaucoup de cela pendant de nombreuses années, mais je voudrais surtout... Et dans les autres cas, Lumagloire Kemayou, comment est-ce que Mamadou Tandja est parti? Comment il est parti? Non, Mamadou Tandja, ancien président du Niger, comment il est parti? Si la main de l'Élysée n'était pas derrière. Et tu veux qu'on continue sur les listes, hein? Non, je ne veux pas rentrer dans le détail de chacun des pays. Ce que je voudrais souligner, c'est que pendant très très longtemps, nous avons eu une politique de la France-Afrique qui était nuisible pour la démocratie dans les pays africains. Elle était une intervention directe dans la vie politique qui troublait le jeu, qui ne permettait pas que l'expression populaire soit respectée. Les accords de défense qui étaient secrets entre l'Élysée et la plupart des pays faisaient que
quand une opposition se manifestait, si elle ne pouvait pas être contenue par l'armée nationale, c'était la France qui intervenait et rétablissait l'ordre en faveur du candidat qui lui convenait. Ça a duré pendant de nombreuses années. Comme au Tchad, quoi. Oui, au Tchad, en Comme au République Tchad. centrafricaine, au Cameroun, dans de nombreux pays. Ces accords étaient tels que le peuple ne comptait pas du tout, la voix du peuple ne comptait pas. Aux États-Unis, ils avaient une théorie qui était celle de dire chacun a son mauvais garçon, mais on ne peut pas comparer le caractère mauvais d'un garçon par rapport à un autre. J'ai plus la formule précise, mais l'idée c'était de dire que on peut avoir un dirigeant qui n'a pas l'assentiment de son peuple, mais s'il nous convient à nous par rapport à ce que nous attendons de lui, c'est largement suffisant et on n'a pas besoin de l'aval du peuple pour qu'il soit à la place qui est la sienne. C'était ça la philosophie générale. En plus, comme il y avait la guerre froide, on pouvait fermer les yeux sur beaucoup de choses, notamment au Zaïre de Mobutu, qui est devenu la République démocratique du Congo depuis. On a vu des exemples d'interventions qui étaient là, non pas pour aider le peuple à se prendre en main, mais aider un régime, un dirigeant à se maintenir au pouvoir contre vents et marées et malgré la contestation populaire. Pendant très très longtemps, ça a été ça. C'est ce qui semble se faire aussi aujourd'hui, c'est ce que la France semble faire aujourd'hui au Cameroun, qui est notre pays d'origine, toi et moi. Alors, sur le Cameroun, l'ambassadeur de France est très très décrié ces derniers temps par rapport à la relation qu'il entretient avec le palais présidentiel d'Etoudi. Il a dû exprimer dans une vidéo qu'il n'est pas le porte-parole du président Biya, mais c'est ainsi que beaucoup de Camerounais dans l'opposition et surtout dans l'opposition ici en France le perçoivent. Donc c'est vrai que pour beaucoup de Camerounais, la page de la France-Afrique n'a pas encore été tournée et il faut bien à un certain moment que cette page-là finisse par être tournée. Vous voyez la gestion du port autonome de Douala, par exemple, qui a échappé à Bolloré et qui lui a été reconfié pour des raisons qui échappent à la justice et au fonctionnement normal. Ce sont des choses qui ne devraient plus se produire aujourd'hui. Pourtant, ça se produit au Cameroun, dans notre pays. Lui, Magloire Kemayo. Oui. Le public ne le sait pas encore, mais je viens de trahir le secret ici. Toi et moi et deux de nos amis sommes dans un quatuor de travail. On n'a même pas encore pondu du travail. J'ai envie de te charger, toi, de demander une interview Skype à l'ambassadeur de France au Cameroun pour JMTV+. Est-ce que tu peux essayer de le faire? Lui envoyer un email, demander une interview. J'ai des questions à lui poser à monsieur Christophe Guilou. Est-ce que tu peux lui adresser cet email-là? Ben, un email, oui, je peux toujours faire la demande. Je ne garantis pas le résultat, mais j'espère qu'il sera positif. Tu me mets en copie, s'il te plaît, c'est tout. D'accord. Il n'est tellement pas le porte-parole du président Biya que, bon, ben, j'ai des questions à lui poser. Voilà, peut-être le lendemain, on me retrouvera comme Robert Kiefer mort quelque part, mais j'aurais quand même posé des questions avant de mourir. On fait ça comme ça? Très bien. Le public me posera des questions si tu écris, si j'ai reçu copie. Hein. Tu sais, moi, je fais comme ça, c'est pas mon truc. Bon, revenons sur le Togo, pays que nous aimons beaucoup, hein, où j'ai été une fois dans ma vie. Combien de fois as-tu été au Togo, toi? Plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est devenu ta maison, hein? Non, pas forcément. J'y suis allé, il y avait un sommet Union européenne-Togo qui se tenait. J'y étais à cette occasion. Il y avait un sommet également qui se tenait sur la sécurité maritime sur le continent africain. J'y étais à cette occasion également. Et il y a eu d'autres voyages que j'avais faits. Ça, c'était bien avant l'élection de 2020, l'élection présidentielle. Et il y a eu d'autres voyages que j'ai effectués bien avant cela et dans d'autres circonstances. Donc, je connais relativement bien le Togo. J'évite généralement de parler de pays que je ne connais pas ou que je n'ai pas visités. Donc, c'est parce que je le connais un peu que je me suis permis de choisir un auteur, un co-auteur pour écrire sur le pays que nous connaissons tous les deux relativement bien, mais sur lequel il a davantage de connaissances que moi parce qu'il en est ressortissant. Alors, le Togo, pays que nous aimons bien, monsieur Eyadema Gnassingbé arrive au pouvoir le 14 avril 1967 et il reste jusqu'au 5 février 2005. Si je me trompe, tu m'arrêtes, hein? Non, tout est correct jusque-là. Ok.
Et à son décès, c'est son fils Faure Gnassingbé qui lui succède le 5 février, du 5 février 2005 jusqu'à aujourd'hui, il est à son 4e mandat. On croirait que le pouvoir est sexuellement transmissible dans ces pays-là. Non, vous Un ne peu l'accusez comme au pas Gabon. d'inceste quand même. Hein? Vous ne l'accusez pas d'inceste. Il n'a pas eu de rapport sexuel Non, avec son non, fils. non, j'ai dit que le pouvoir est peut-être sexuellement transmissible. Donc, Génétiquement, peut-être, voilà. pas sexuellement. Écoute, chacun utilise ces mots. Bon, Monsieur Faure Gnassingbé, qui est donc au pouvoir depuis un peu plus de 15 ans maintenant, 15 ans, 4 mois, il va encore rester là, vraisemblablement, plusieurs années. Ça va finir 20 ans, 30 ans de pouvoir comme papa. Euh, pour toi, lui, ma gloire, sans langue de bois, le Togo est-il un pays de démocratie? Il faut vraiment, je ne pense pas que après ce que nous avons dit au début de l'émission, on puisse être tranché là-dessus. C'est pas comme si on était soit très grand démocrate, soit pas du tout démocrate. Le Togo est sur un processus de démocratisation. Il est difficile aujourd'hui pour un pays de dire qu'il n'est pas d'accord avec la démocratie. Tous les pays essaient de se parer des atours qui font qu'on dise d'eux qu'ils sont une démocratie. Dans le cas du Togo, ça a mis beaucoup de temps. Je rappelle qu'en 63, c'est le premier pays africain qui a subi un coup d'État militaire. Donc, c'était quand même un gros coup de canif dans le processus démocratique et dans l'image que le pays projette de lui à l'extérieur en termes de respectabilité. Mais depuis, un chemin long et parfois sinueux a été parcouru pour remettre le pays sur les rails de la démocratie. Aujourd'hui, sur le papier, le Togo est un pays démocratique avec des institutions démocratiques puisqu'il y a séparation de pouvoir et que au niveau des textes, ce qui est demandé, le minimum qui est demandé à l'échelle internationale est respecté. Le minimum qui est demandé à l'échelle de la CEDEAO est respecté également. Donc, de ce point de vue, oui, le Togo est en train de se doter d'éléments qui feront dire dans l'avenir qu'il est sur la voie d'une démocratisation certaine. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que ce chemin est déjà achevé, ce parcours est achevé? Non. Quand je vois comment ça se passe dans certains pays, avec la montée des nationalismes en France, aux Pays-Bas, en Autriche et ailleurs encore, Moi, je vais rester en Afrique. Hein. Là-bas, au moins, le policier ne va pas m'arrêter, me tuer parce que je suis noir. Je vais rester en Afrique dans nos débats là. Est-ce que on peut le rester Togo en est Afrique, une mais je veux dire, c'est en démocratie? comparant qu'on dit si on est démocrate ou pas. Dans le cas du Togo, au niveau de la CEDEAO, ils n'ont pas été mis au banc de la communauté de la CEDEAO. Ils n'ont pas été mis au banc de l'Union africaine et ils ne sont pas au banc de l'Organisation des Nations Unies. Donc, c'est un pays qui respecte les principes de ces différentes organisations-là. Donc, il y a un minimum démocratique dans le Tu vas me pays. faire pleurer, Lumagua Kemayou. Tu aimes la Non, démocratie à l'Union africaine, toi? Tu parles de cette Union africaine qui est financée par l'Union européenne, qui prend mais ses ordres à je l'Union parle européenne. aussi de Mais si l'ONU. toi, tu organises comme ça, je sais qu'on m'y Je, invitera pas couvrir un événement parce que je leur posais des questions qui vont les déranger. C'est une évidence. L'Union africaine, ça sert à quelque chose vraiment pour toi? Non, j'ai commencé par la CEDEAO parce qu'il y a un C'était où, principe de là? subsidiarité qui fait que dans chaque zone géographique, il y a une organisation régionale qui est la référence. Et la référence en Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO. Quand on sort de l'espace francophone, quand on élargit au-delà de l'espace francophone, c'est la Là, on sort CEDEAO. de l'UMOA. D'accord. Mais Non, même dans la l'UOMOA, c'est CDAO, la partie francophone. d'accord, oui, ça, je le sais bien. Oui. Même dans la CDAO, combien 15 États au sein de la CEDEAO et 8 l'UMOA. L'UMOA, c'est francophone. On peut les citer, ils sont 8. Vous connaissez les pays. Et la CEDEAO, c'est l'ensemble des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais l'UMAGO Kemayou, combien de pays parmi les 15 sont des démocraties pour toi? Je vois le Ghana, je vois le Nigeria. Tu vas m'ajouter peut-être le Bénin. Qui d'autre? Le Sénégal, oui. Il y a des alternances. Ça Je en fait pense 4 qu'il y a, selon je 15. pense qu'il y a plus de pays qui peuvent être considérés comme des pays avec un régime démocratique en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale ou dans le Maghreb, par exemple. Je pense que de ce point de vue, on peut être d'accord.
Ça se passe mieux en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, je te le concède. On Et viendra dans sur le l'Afrique Maghreb centrale, aussi. Et dans le Maghreb également. dans le Maghreb. Moi, je veux parler de la peau noire. On va me traiter de raciste. Les Maghrébins ne parlent pas des Noirs. Hein. Je sais de quoi je parle. Joseph-Antoine Ben ne peut pas me contredire. Il a fallu beaucoup de négociations de ma part pour que Joseph-Antoine Ben accepte d'aller sur le plateau d'Al Jazeera il y a 7 ans en Afrique du Sud. Parce que eux, Maghrébins, préfèrent payer Rabat Madjer sur leur plateau et prendre Joseph-Antoine Ben gratuitement. Alors là, je leur ai dit des choses sur Al Jazeera. Voilà pourquoi le jour de la finale, je suis sur le plateau d'Al Jazeera. Parce que je leur ai dit des choses cachement. Maintenant, je t'ai dit dans la première partie que tu allais comprendre pourquoi j'ai insisté sur le jour de notre rencontre. Ça concerne toujours le Togo. Nous y restons. Ce jour-là, tu ne le sais pas, je me suis faufilé pour m'introduire dans la loge d'Angela Merkel. Quand le président Faure Gnassingbé avait demandé à la rencontrer. Alors, lorsque le président Faure rentre dans cette pièce, j'y suis déjà, avec sa délégation. On me serre la main. On pense que je suis de la délégation de Merkel. Celle de Merkel arrive, pense que je suis de la délégation de Faure Gnassingbé. Et Merkel arrive. Angela Merkel, elle s'exprime dans un français fluent. Elle dit, alors on m'a dit, quelqu'un veut me voir ici. Et le protocole dit, c'est monsieur le président. Ah, comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Je me rends compte qu'Angela Merkel, ancienne puissance tutélaire, m'a dit ça comme ça, ne sait même pas qui est président du Togo. Et le protocole qui dit, c'est son excellence Faure Gnassingbé. Elle dit, Gnassi quoi? Mais il n'y avait pas un autre Gnassi, quelque chose comme ça chez vous avant? Et le protocole dit, c'était son père. Et elle lui demande, mais c'est donc une dynastie chez vous? On éclate des rires, c'est en ce moment-là qu'on se rend compte que, bon, allez, on vide la salle. Donc, pour Angela Merkel s'est indignée en se disant, mais disons, c'est une dynastie ou quoi? Si pour toi le Togo est un pays, comme tu dis sur le papier démocratique, si pour toi le Togo est un pays qui n'a pas été mis sur le banc des touches, ni par la CEDEAO, ni par l'Union africaine, ô combien démocratique, comment peux-tu interpréter cette indignation d'Angela Merkel? Ça s'est déroulé samedi 7 décembre 2007 à Lisbonne, le jour où toi et moi on s'est rencontrés. Comment peux-tu analyser cette indignation-là? D'une part, 13 ans se sont écoulés entre le moment que tu évoques et aujourd'hui, ce qui fait que les réalités politiques ont dû changer entre-temps. C'est la première explication. La deuxième, c'est que le propos de Angela Merkel était un propos qu'elle a tenu en privé. Je n'ai jamais entendu officiellement une indignation de la part de la Grande-Bretagne concernant la situation. L'Allemagne plutôt. Comment? C'était l'Allemagne, Angela Merkel. Oui, c'est ce que je disais. Donc, je n'ai pas entendu une indignation officielle de l'Allemagne concernant la manière dont le pouvoir est transmis au Togo ou sur la manière dont Faure Gnassingbé est devenu président ou dirige son pays. Pour l'instant, je n'ai rien entendu de tel. Il y a eu, quelque temps avant l'élection présidentielle, quelques soucis avec l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, mais ça a été rapidement réglé sur le plan diplomatique entre les deux pays et je n'ai pas l'impression que ça a débouché sur une crise diplomatique entre le Togo et l'Allemagne. Donc, je pense que il y a des choses qui se disent en privé et qui ne sortent pas du cadre privé des relations entre les chefs d'État et de gouvernement. Il y a d'autres choses qui se pratiquent à l'échelle publique quand ils se retrouvent face aux journalistes et qu'ils doivent faire des déclarations publiques. Donc, je crois que Angela Merkel et l'Allemagne aient un point de vue sur la manière dont le Togo est dirigé et dont son président se maintient au pouvoir ou est arrivé au pouvoir, ça c'est une chose. Le plus important, c'est la manière dont les Togolais eux-mêmes se préparent pour reprendre le pouvoir qui est le leur et qu'ils ont confié temporairement à l'un ou à l'autre dirigeant politique. Dans le cas du Togo, je l'ai dit et je reste très ferme sur cela, il n'a pas été un exemple de démocratie sur le continent africain. Entre 60 et 90, il y a eu des périodes où la constitution avait été mise sous le boisseau. Elle ne fonctionnait plus. C'est la loi du parti qui permettait de diriger le pays. Donc, pendant cette période-là, il est évident
que le Togo n'était pas une démocratie et n'en prenait pas le chemin. Mais depuis 1990, beaucoup de choses ont été faites, à la fois par les leaders de l'opposition, mais également par le parti au pouvoir. Le RPT qui est devenu après UNIR, ces acteurs-là ont compris qu'il y avait une nécessité de se mettre dans le sens du vent démocratique. Et donc, ils font des efforts pour aller dans cette direction-là. Mais ce sont les premiers pas. C'est comme les premiers pas d'un enfant. Ils ne sont pas toujours assurés, mais au bout d'un certain temps, il finit par marcher avec beaucoup d'assurance et même à courir. Donc, j'espère que le Togo arrivera à marcher comme un enfant adulte, puis à courir, pourquoi pas le 80 ou le 100 mètres par rapport aux autres pays qu'on considère comme des démocraties. Des premiers pas qui durent 30 ans, ça doit être vraiment des pas de tortue. Hein. Bon, alors, la Chine pour l'instant, je ne sais pas depuis combien de temps elle fait un parcours démocratique, mais on ne peut pas dire qu'elle fait des pas de lièvre. Hein. Au moins, on voit les prémices d'un développement en Chine. Ce qui n'est pas le cas sur le continent noir. Hein? Sans démocratie. Bon, alors, le président Faure Gnassingbé, réélu, comme on pouvait s'y attendre, a prêté serment, je crois, dimanche 3 mai 2020, mais son challenger, le docteur Gabriel Agboyome Messan-Kodjo, n'en démord pas. Pour lui, Faure Gnassingbé n'a pas été régulièrement élu, c'est lui, Agboyome Messan-Kodjo, qui a remporté les élections. Il a même nommé un premier ministre qui est en exil, qui s'appelle Antoine Kofi Nadjombe, que j'ai reçu en émission il y a 2 semaines. Pour toi, est-ce que Faure Gnassingbé a été régulièrement élu? Ou en d'autres termes, est-ce que cette contestation de Dr Gabriel Agboyome Messan-Kodjo est légitime? La contestation est toujours légitime. Mais est-ce que nous, journalistes, avons suffisamment d'éléments pour... Est-ce que nous sommes qualifiés pour dire qui a gagné ou n'a pas gagné? Ce sont les institutions qui le disent. Et quand ça ne marche pas, comme en Côte d'Ivoire, lors de la première élection de Laurent Gbagbo, la foule descend et elle récupère sa voix. Elle impose son choix. Au niveau du Togo, pour l'instant, même si la contestation de Agboyome Kodjo est légitime, je ne vois pas de résultat qui va dans ce sens. La Cour constitutionnelle s'est prononcée, toutes les institutions qui devaient s'exprimer l'ont fait, et toutes ces institutions-là ont dit que le président légitimement élu, c'est Faure Gnassingbé. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de contestation populaire, comme ce fut le cas encore une fois avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui lui a permis de gagner malgré le régime militaire qui était en place et dont le candidat disait qu'il avait légitimement gagné l'élection, tant qu'on ne le renverse pas de cette manière-là et que les institutions n'ont pas invalidé l'élection, il n'y a rien à dire, il n'y a rien d'autre à ajouter. Le candidat Agboyome Kodjo peut dire ce qu'il veut, tant qu'il n'a pas les moyens de sa politique, malheureusement, il faudra bien faire avec ce que les institutions ont exprimé et que le peuple accepte finalement. Lumagua Kemayou, toi et moi savons combien les alternances dans les pays d'Afrique noire francophone sont contrôlées par la France. Tu ne le contestes pas, j'espère. Ah, j'ai brossé le tableau de ce qu'a été la France-Afrique jusqu'à présent. C'est pas moi qui vais commencer à dire que c'est une fiction. Bien. Peut-on avoir un président à la tête d'un pays d'Afrique noire francophone qui ne soit pas adoubé par la France? Cela peut arriver. Ah bon? Cela peut arriver et même Macky Sall a été adoubé par la France, je le dis. Hein? Oui, ça peut arriver, mais il y a des pays aussi où ça n'a pas été accepté. Je prends l'exemple de la République centrafricaine avec Faustin Archange Touadéra. Je n'ai pas l'impression que c'est le candidat qui était soutenu par la France. Pourtant, c'est lui qui a fini par remporter l'élection. Donc aujourd'hui, le fait d'être présenté comme le candidat de la France ne donne pas des garanties de succès à l'élection. Et plus près du Togo, il y a le Bénin, avec Lionel Zinsou, qui s'est présenté et était considéré comme le candidat de la France. Il n'a pas gagné l'élection.
Donc, je crois qu'il y a des poches de résistance aujourd'hui dans l'espace francophone qui se font jour et j'espère que ces poches de résistance-là vont déboucher sur un vrai souverainisme des pays africains qui fera que quand le peuple a parlé et que les institutions ont validé ce que le peuple a dit et qui sort des urnes, il n'y aura rien qui entravera l'expression démocratique. Sur le cas de la Centrafrique, on en reparlera car ce qui se passe dans le Nord, en délai, j'aimerais bien que les casques bleus qui sont sur place nous expliquent pourquoi ils n'interviennent jamais. Je le sais parce que parmi ces casques bleus, j'ai des amis. Dans ces casques bleus en Centrafrique, quand ça chauffe en délai, on ne leur donne pas l'ordre d'intervenir. Pourtant, ils y sont allés pour cela. Donc, mais quand on sait que l'ONU... Tu sais que l'ONU, c'est 5 grandes puissances et que parmi ces 5 grandes puissances, il y a une qui adorait bien les diamants du Centrafrique. Il y a des questions à se poser. Mais tu sais comment fonctionne le mandat des Nations Unies. C'est-à-dire que quand on envoie les casques bleus, c'est dans le cadre d'opérations de maintien de la paix. Et généralement, quand on dit qu'on maintient la paix, c'est qu'il y a la paix. Mais dans ces pays-là, il n'y a jamais la paix. On vient parce qu'il y a la guerre. Les contingents des casques bleus viennent parce qu'il n'y a pas de paix et qu'il faut l'imposer. Donc, c'est pas du maintien de la paix qu'elles doivent faire, c'est imposer la paix. Or, les missions ne sont pas taillées pour cela. Et dès lors que vous n'avez pas le droit de faire feu, vous ne pouvez pas aller au-delà de votre mandat. C'est ça la contradiction fondamentale qu'il y a dans les opérations de maintien de la paix, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et sur le continent africain, ça prend une dimension encore plus dramatique parce que les armées nationales sont souvent démantelées et ne peuvent pas intervenir elles-mêmes, dépendent beaucoup du soutien des partenaires. Comment? Démantelées par qui? Elles sont démantelées souvent parce que le pouvoir politique qui arrive estime que l'armée était à la solde du régime précédent et donc on évacue tous les officiers qui étaient qualifiés, on évacue jusqu'aux soldats par moment. Tu as noyé le poisson, toi. Il faut le manger, il ne faut pas le noyer. C'est démantelé par qui? Les accords militaires signés entre la France et la France, là. C'est démantelé par ces accords-là. Tu le sais comme moi. Pourquoi tu ne peux pas le dire? Non, parce que si on prend un autre exemple qui est tout à côté de la République centrafricaine, c'est la RDC. Vous ne me direz pas que c'est la France qui a démantelé l'armée de Mobutu. J'ai prononcé un nom là depuis. Comment? Je n'ai pas prononcé le nom. Non, je prononce le nom. Parce que je pense qu'il y a une armée en RDC. S'il y avait une armée en RDC, non, le sud de Kivu, c'est tranquille, hein? Il y a eu une armée, cette armée a été démantelée. Elle a été démantelée d'abord parce que à la fin de son régime, Mobutu n'avait plus les moyens d'entretenir son armée et quand les forces de Laurent Désiré Kabila ont commencé à progresser depuis l'Est, la plupart des soldats jetaient leurs armes et s'enfuyaient. Donc, tu parles des forces qui étaient armées par les puissances étrangères, là. Et des forces qui étaient composées en majorité pas des nationaux, mais des étrangers, là. Non, ce que je suis en train de vouloir démontrer, c'est que ce ne sont pas forcément les puissances étrangères qui démantèlent, c'est que des fois, soit le régime en place ne traite pas bien son armée et donc cette armée n'est plus prête à se laisser trouer la peau pour sauver le régime et donc est démantelée de fait par toutes les rébellions qui peuvent se constituer, soit le régime qui arrive démantèle progressivement parce qu'elle ne veut pas être prise au piège d'une armée qui est assujettie au régime précédent. Et donc, toutes ces méfiances-là, on les a eues au Congo-Brazzaville, par exemple, où même en ayant l'armée pour lui, le président Lissouba a créé une milice qui devait assurer sa sécurité. Donc, je veux dire, c'est pas toujours la France qui démantèle. C'est que par moments, les choix politiques sont très hasardeux et débouchent sur le démantèlement de l'armée qui ne joue plus son rôle sur le territoire national. Je n'avais cité aucun pays, hein. C'est toi qui en cite. C'est factuel. En voulant défendre quelqu'un, tu l'accuses visiblement. Non, je ne défends pas. Il y a des faits, et les faits sont sacrés. Qu'on le veuille ou pas, il y a des pays qui ont été, dont les armées ont été démantelées. Et je n'en ai cité que 3, mais on pourrait en citer plus. Bien. Moi, j'ai mon idée là-dessus. Le jour où on échange de place, je te dirai comment ces armées sont démantelées. Et je te montrerai que les accords militaires ou quoi que ce soit de coopération entre certains pays et la France
ne sont pas signés entre la France et ces pays-là, mais entre la France et la France, car si je te nomme quelque part, tu chantes ma chanson. Alors, quand on sait que dans des pays comme le Cameroun, il n'y a jamais eu un vrai président élu, le peuple camerounais a toujours suivi les présidents qu'on lui a imposés, ce type-là, quelle légitimité il a pour signer un accord avec une puissance? Quelle légitimité a Idio et Paul Biya ont eu pour signer un quelconque accord avec la France? Tu leur connais une légitimité, toi? Quelle légitimité M. Yadema-Père et M. Yadema-Fils ont une légitimité pour signer un accord avec quelqu'un? Tu en connais, toi? Quelle légitimité? Jusqu'à preuve du contraire, sur la scène internationale, et c'est d'ailleurs ce qui faisait le charme. Tu vas dire que je noie le poisson, mais je voudrais juste te montrer à quel point le fait d'organiser des élections ne rend pas un pays plus démocratique qu'il ne prétend l'être. Prenez l'exemple du Mali, où des élections ont été organisées en temps de guerre. Quelle légitimité a un président qui a été élu dans ces conditions? La République centrafricaine, c'est la même chose. Le président centrafricain a été élu avec avec à peu près le tiers de la population du pays, pas à cause de l'abstention, mais parce que le pays est contrôlé majoritairement par les rebelles, les forces rebelles qui tiennent. Pardon-moi de te couper le magua, tu as cité la communauté internationale, je suis très content, je suis vraiment content de te le citer. C'est la même communauté internationale à la tête de laquelle la France qui a imposé des élections à Laurent Gbagbo qui était dans un pays coupé en deux. Tu vois, deux poids, deux mesures, quoi. Oui, donc quand on est dans ces conditions-là, c'est vrai que on ne peut pas se focaliser uniquement sur les élections et donner l'impression que c'est la solution absolue pour régler les problèmes de démocratisation de nos pays. Il faut être sérieux de ce point de vue. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'il faut mettre en avant. Je ne sais plus si c'est pendant cette discussion que nous parlions des documents d'identité. C'est aujourd'hui un vrai problème. L'état civil dans nos pays est un vrai problème. On n'a pas sécurisé l'obtention des papiers d'état civil. Acte de naissance, carte d'identité, passeport, certificat d'électeur, carte d'électeur, pardon. Donc, toutes ces choses-là, on se focalise sur la carte d'électeur à la veille des élections parce qu'on a l'impression que le nombre d'électeurs est plus important que le vécu quotidien des citoyens. Non, il ne faut pas agir de cette façon-là. Je pense que la première bataille pour nos pays, pour la politique même, tout simplement, de projection dans l'avenir, la prospective, devrait consister à avoir les chiffres les plus précis possibles sur le plan démographique pour savoir comment la desserte d'eau doit être effectuée, comment la desserte en électricité doit être effectuée, combien de logements sociaux doivent être construits, combien d'hôpitaux, enfin, les services publics de base de l'État doivent être faits. Si on n'a pas de projection précise là-dessus, parce que plus du tiers ou plus du 2/3 des enfants qui naissent n'ont pas d'acte de naissance, on a un vrai problème. Mais lorsqu'on a la même famille au pouvoir depuis Mathusalem, comment veux-tu que ces genre de choses changent? Ça ne peut pas changer. Voilà, le même système France-Afrique qui nomme démocratiquement les gens et le peuple démocratiquement informé. Bon, Lumagloa Kemayou, oui. On a beaucoup parlé. Je souhaiterais t'avoir la semaine prochaine sur ce plateau, plus en visio comme ça. Je peux déjà te fixer une date si tu permets. Est-ce qu'on peut se dire mardi prochain pour parler de la monnaie ECO sur oui, ce plateau? Avec plaisir. Ce sera avec grand plaisir parce que cette monnaie arrive dans un contexte d'intégration régionale sur le continent africain parce qu'il y a cette zone de libre-échange continental africain, mais de façon plus générale, le rêve de panafricanisme qui avait été porté par Kwame Nkrumah et d'autres se matérialise au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec cette monnaie. Je ne vais pas faire le débat avant l'émission, mais oui, ce sera avec plaisir. Pour finir, Lumagloa Kemayou, comment vois-tu l'avenir au Togo avec un président en place qui aurait été élu, je garde encore les guillemets connaissant le contexte, comme au Cameroun, et un challenger à côté qui dit non, c'est moi le vrai président, on connaît le même cas au Cameroun, on connaît le même cas au Gabon, on a connu le même cas un peu partout en Afrique noire francophone. Comment vois-tu l'avenir de ce beau pays, le Togo? J'espère que le pays, malgré les crises qui s'accumulent, parce que là, on est face à une crise de légitimité post-électorale, il y a la crise sanitaire
liées à la Covid-19 qui est également là. Mais avant tout cela, le pays avait de bons indicateurs économiques. Et je crois que si les efforts qui ont été faits à travers la médiation de la CEDEAO, à travers TICPI à Tchadam, qui a été un élément déclencheur de ce processus de démocratisation qui permet aujourd'hui au Togo d'avoir des institutions suffisamment fortes, même si elles ne sont pas complètement inclusives, suffisamment fortes pour que chaque acteur qui le souhaite prenne part au jeu politique. J'espère que ce chemin-là permettra aux uns et aux autres de prendre toute leur part dans la construction du pays et dans la consolidation des acquis qui sont les siens jusqu'à présent. Donc, je reste optimiste, mais encore une fois, c'est aux acteurs politiques et c'est aussi aux populations de prendre leurs responsabilités pour faire de ce pays un grand pays en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas à l'échelle du continent africain tout court. Et le souhait de l'historien de l'heure, du journaliste que je suis, c'est qu'il y ait de vraies alternances démocratiques dans ces pays d'Afrique noire francophone, car sans alternance démocratique et paisible, on n'attire pas les investisseurs, on ne développe donc pas le pays. Arrêtez de vous éterniser au pouvoir. Au bout de 8 ans, Obama était déjà vieux, alors qu'il est arrivé plus jeune que toi et moi. On ne peut pas, au bout de 10 ans de pouvoir, être encore aussi performant. Ce n'est pas possible. Voilà, je le dis, pas seulement à M. Fogna Simbe, à Ali Bongo aussi. M. Sassou Nguesso, ce n'est même pas la peine. Je pense qu'il n'accepterait pas une interview avec moi. Mais je pense que M. Faure m'accorderait bien une interview, je pense. Ce serait un bon combat intellectuel, mais on y arrivera. Voilà, arrangez vos pays, s'il vous plaît. Ce n'est pas le diable ou le chien qui va venir arranger les pays à vos places. On se retrouve sur ce même plateau, chers téléspectateurs, dans quelques jours pour un autre bœuf politique. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée, ça et là, gardons quand même la banane. Ciao, lui. Ciao, à bientôt. À bientôt. Ce programme vous est proposé par Deviséo Fret, spécialiste du transport international Afrique, DomTom, Océan Indien, USA et Asie. Retrouvez-nous sur www.deviséo-fret.com ou par téléphone au +33 237 139 851 423. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.